Sapiens et IA. Sapiens et intelligence artificielle, rivalité ou complémentarité. Une série exceptionnelle animée par Marc Wielinski sur la révolution de l'intelligence artificielle. Les IA vont-elles remplacer les humains ou les rendre meilleurs ? Un voyage au cœur du futur. Et nous recevons aujourd'hui pour parler d'intelligence artificielle. Je vous rappelle que tout ce mois est consacré à cette révolution. Je crois que le mot n'est pas trop fort. De l'intelligence artificielle dans nos vies, dans nos travaux, dans le monde. Et je reçois aujourd'hui Christian Allouche. Bonjour Christian. Bonjour Marc. Alors Christian Allouche, vous êtes entrepreneur. Vous êtes le cofondateur et le PDG de Glimmer. C'est une société qui est spécialisée dans le développement de solutions d'intelligence artificielle pour la radiologie, donc dans l'univers médical. Vous êtes diplômé de l'ESCP Business School en management, spécialiste d'économie et des finances, mais vous avez aussi une formation dans le domaine de la recherche translationnelle et dans l'innovation dans le système nerveux central. Donc vous êtes à la fois quelqu'un qui connaît la technique et quelqu'un qui connaît le business. Alors on est ravis de rencontrer dans cette série de podcasts des gens qui viennent qui sont des acteurs du business, non pas uniquement des observateurs, mais des acteurs. C'est-à-dire que vous, finalement, l'intelligence artificielle, vous vivez dedans, tous les jours. Et on la développe. Et vous la développez. On la crée, effectivement, tout à fait. Vous avez bien fait vos recherches, parce que ce DU, ce diplôme universitaire... C'est l'intelligence artificielle qui m'a ressorti tout ça. Oui. Ah ouais, elle marche bien, alors on y arrive bien. Non, effectivement, on l'a créé. Nous, on s'est lancé dans cette aventure en décembre 2017. C'est le moment où on a incorporé la société. Et on avait commencé un petit peu avant. Donc, c'était avant l'arrivée des LLM. C'était avant l'arrivée de ChatGPT. 2017, c'était encore la préhistoire. C'était encore la préhistoire, mais c'était le début de ce qu'on appelle le computer vision, c'est-à-dire ou du deep learning, notamment pour des applicatifs de recherche, détection d'objets, de choses dans les images naturelles. Ça commençait à fonctionner, mais c'était encore balbutiant. Et je dirais que c'était la première vague. Et donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Moi, je venais, comme vous dites, je suis un entrepreneur, j'ai fait le SCP. J'avais un fort besoin, moi, de revenir sur des sujets un peu plus scientifiques, un peu plus denses. Et donc, c'est pour ça, derrière, que j'ai fait des études de biologie. J'ai cofondé une société en biotechnologie, quasiment à la sortie de mes études, avec une médecin-chercheur qu'on a par la suite revendue, qui aujourd'hui est encore... en activité, qui développe des traitements pour des maladies neurodégénératives en utilisant la thérapie génique et qui aujourd'hui sont en test chez l'homme pour la maladie de Huntington en ce moment. Donc ça fait un moment moi que je baignais dans l'entrepreneuriat et puis la deep tech, la biotech, la santé. Donc j'avais envie de rester dans ce domaine-là. Et c'est à ce moment-là, moi, que j'ai découvert le machine learning. Donc ça, c'était vraiment l'ancêtre du deep learning. C'était ces réseaux de neurones, pas nécessairement profonds, mais c'était cet apprentissage machine. On voyait des algorithmes qui étaient capables de s'adapter à la réalité pour se modifier, machine pour learning, apprendre. c'est le fait que les machines ne font pas uniquement ce qu'elles sont faites, ceux pour lesquels on les a programmées, mais sont capables d'apprentissage. Capable d'apprentissage, exactement. De perfectibilité même. De perfectibilité. Moi, ça m'a fasciné quand j'ai découvert ça. Donc, j'ai fait une formation en fait en ligne. Maintenant, avec Coursera, on a accès à des choses formidables. Donc, j'ai fait le MOOC du professeur Andrew Ng, qui était le patron de l'IA à Stanford, le patron de l'IA chez Baidu, et qui était professeur de machine learning à Stanford. J'ai commencé comme ça, je me suis formé de manière assez autodidacte. J'ai appris à coder, j'ai mis les mains dedans et j'ai trouvé ça tellement formidable. Donc là, on était en 2016, que je me suis dit, je veux absolument participer à cette révolution qui va avoir lieu, c'est absolument certain. Et je veux rester dans le domaine médical de la santé. Donc là, je me suis dit, ok, très bien. Le machine learning, ça fonctionne.
Ça s'applique pas mal au traitement des images. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans la santé qui utilise l'IA et qui a à voir avec les images? La radiologie, ça paraissait être un bon pari. À ce moment-là, il y avait déjà quelques sociétés qui avaient levé beaucoup d'argent, mais qui n'avaient pas forcément réussi. C'était les pionnières qui avaient ouvert le terrain et qui s'étaient un peu cassé la figure à la fin, malheureusement. Et nous, on faisait partie d'une deuxième vague d'entreprises qui avons construit sur ces pionnières des sociétés qui aujourd'hui marchent assez bien, donc on est vraiment ravis. Et c'est la genèse. Donc la genèse, c'est vraiment l'analyse d'images. Plus tard, ChatGPT arrive, et là c'est le texte en fait, c'est la Generative AI, et notamment la Generative AI, c'est-à-dire des IA qui sont capables de générer du texte, générer des images, mais en l'occurrence pour le texte, c'est ce qu'on utilise quasiment tous au quotidien aujourd'hui. Et ça nous a ouvert en fait des nouvelles portes, puisque initialement on aidait les radiologues à mieux détecter dans les images qui devaient être détectées, des fractures, des cancers du sein, des nodules pulmonaires, etc. etc. Aujourd'hui, on est aussi capable de générer automatiquement un compte rendu que le radiologue va pouvoir éditer peut-être à la marge, et donc gagner substantiellement du temps sur la génération du compte rendu, qui est la dernière pièce de son travail. Ouais. Alors que fait exactement Glimmer? Donc qu'est-ce qu'elle propose? Qui sont ses clients? Comment elle fonctionne? Alors nous, on cherche à construire un copilote du radiologue, c'est-à-dire un assistant intelligent qui l'aide sur l'analyse des images, donc repérer les anomalies, puis, une fois qu'elles sont repérées, les caractériser. Par exemple, dire, OK, il y a une lésion dans une mammographie, est-ce que c'est une lésion bénigne, maligne, est-ce que c'est une masse, est-ce que c'est un foyer de microcalcification, etc. Et puis l'aider dans la génération de son compte rendu, c'est-à-dire en fait l'assister sur l'intégralité de son workflow, comme on pourrait le dire. Ça, c'est l'ambition de l'entreprise. Ensuite, comme c'est de la medtech, comme c'est très réglementé, c'est complexe, le one size fits all n'existe pas. On ne peut pas faire un algorithme qui règle toute la radiologie d'un coup. Ça, c'est pas possible. Donc il a fallu découper en fait en petits bouts. On a commencé par la radiographie, et notamment la traumatologie, donc la recherche de fractures. On a construit l'entreprise dessus, on a fait une première application qui s'appelle BoneView et qui est devenue assez rapidement un standard mondial dans l'aide à l'interprétation des radiographies traumatiques, et qui est aujourd'hui utilisé dans à peu près un peu plus de 2200 hôpitaux et centres d'imagerie privés dans 45 pays. C'est-à-dire que pour être simple, la machine lit, elle fait les copilotes, donc elle lit l'image, et elle l'interprète avec le radiologue. Elle lit l'image, elle l'interprète avant même que le radiologue ne l'ouvre. Ouais, c'est ça. Ou le médecin urgentiste, parce qu'il y a quand même beaucoup de zones où il n'y a pas de radiologue, où il n'y a pas assez de radiologues, et ça même en France, il y a des centres hospitaliers où le radiologue, il est tout seul pour faire du scanner, de l'IRM, de l'échographie, de la radio. La radio des urgences à 2h du matin, c'est peu probable qu'il la lise, malheureusement. Donc l'urgentiste, il est tout seul. Quand il a un patient en face de lui, il doit regarder des radios tout seul. Donc c'est pas nécessairement que pour les radiologues, ça peut être aussi pour d'autres professions médicales qui sont susceptibles de regarder des imageries médicales. Et donc ça pré-mâche le travail avant même que ces derniers n'ouvrent le dossier patient dans ce qu'on appelle le PACS, c'est-à-dire le logiciel qui est utilisé pour visualiser des images. Et ils ont accès finalement aux résultats de Glimmer qui leur dit ici il y a une fracture. Mais à la limite, on passe même plus par l'image. Est-ce qu'on passe plus par l'image On passe plus, parce que si la machine est capable d'aller voir directement par des prises, des photographies, je ne sais pas comment ça se passe, et qu'elle interprète immédiatement, on passe plus par l'écran, je veux dire. On passe plus par l'écran. On n'a pas besoin de faire un display, de voir les images en grand pour dire oui, là il y a un truc, etc. Alors si, il faut. Et alors, je vais vous répondre. C'est pas une réponse de Normand ce que je vais vous faire, mais c'est quand même important à considérer. Il y a un vrai sujet dans l'IA qui est un vrai problème, qui est le manque d'explicabilité de ces modèles. Je pense que vous avez entendu parler de ce challenge, la fameuse boîte noire. La beauté dans l'imagerie médicale, c'est qu'il n'y a pas de boîte noire, dans le sens où l'IA va générer un résultat qui est vérifiable sur une image. Donc justement, en fait, c'est un peu une pierre deux coups. Ça permet aux médecins de consulter le même scanner, la même mammographie, la même radio, la même échographie, et de valider que l'IA s'est pas trompée sur cet examen-là. Donc, les médecins gagnent substantiellement du temps. On mesure une réduction d'à peu près 30% du temps d'interprétation grâce à l'IA, et une diminution des erreurs, qui est d'environ 30% aussi. D'accord. Et c'est déjà actif ou c'est à l'état de prototype? Aujourd'hui, on est vraiment déployé dans 2000 hôpitaux, centres d'imagerie privée, dans 45 pays. C'est-à-dire que si on va dans un hôpital ou qu'il nous arrive quelque chose,
on a déjà des chances de se faire interpréter par Glimmer. Bah, tout à fait, là, pas loin d'ici. Vous pouvez aller à Cochin, l'hôpital Cochin, et vous aurez accès à nos logiciels. Enfin, vous aurez accès. Les professionnels de santé utilisent nos logiciels pour poser des diagnostics sur la radiographie de thorax et puis les radiographies traumatiques. Oui. Combien de personnes, Glimmer? On est aujourd'hui, c'est une entreprise qui a presque 100 employés aujourd'hui. 100 employés, Voilà, d'accord. et qui grandit assez vite. Donc, vous créez des emplois. En plus, on crée des emplois. On crée des emplois, et c'est notamment d'ailleurs on a gagné récemment un appel à projet qui était financé par la BPI pour construire la première plateforme d'assistance aux radiologues pour la lecture des scanners en cancérologie. Une assistante de A à Z, c'est-à-dire sur la détection des lésions, leur quantification, leur suivi, etc. Et pour ce projet-là, pour lequel on investit 18 millions d'euros sur une période de quelques années, on a reçu un financement significatif de l'État français d'environ 5 millions. Et pour ça, un des gros piliers, c'était la création d'emplois en France. Donc la R&D, elle est française. On a un pool de talents qui est exceptionnel en France, que ce soit en produits, que ce soit en ingénierie logicielle, que ce soit en ingénierie d'IA. Ces gens-là, ils sont en France. Ils ne sont pas à des prix en plus exorbitants. Donc on peut faire des très, très belles entreprises françaises dans l'intelligence artificielle. Ouais. Alors ça c'est rassurant parce que effectivement une des questions qu'on se pose dans cette série de podcasts d'émissions, c'est effectivement l'IA disons que va aspirer des emplois, va éliminer des emplois, ça c'est clair, c'est net et c'est même assez rapide. Mais vous êtes l'exemple de quelqu'un qui en crée. Alors peut-être qu'il y en a qui sont perdus d'un côté et qui sont recréés de l'autre. Comment ça se passe? On a de la chance, nous, c'est qu'on évolue dans un domaine un peu particulier. Le domaine de la radiologie, c'est un domaine qui est traversé par une énorme crise de vocation, il manque de radiologues. C'est-à-dire qu'il y a un manque criant de radiologues. 80% des systèmes de santé dans le monde rapportent un manque de radiologues. Si vous prenez l'Angleterre, le NHS, donc le NHS qui est le service de santé public anglais et qui a quasiment monopole sur l'intégralité de la santé en Angleterre, c'est un manque donc autodéclaratif de 30% de radiologues. Il manque 2000 radiologues en Angleterre pour opérer correctement. Pour vous donner un ordre d'idée, en France, il y a 8000 radiologues, et ce, en comptant les internes. Donc en Angleterre, il manque 2000 radiologues. Et en France, il en manque combien? Il en manque. J'ai plus les dernières datas de la Cour des comptes, mais si je vous dis pas de bêtises, pour moi, c'est quelque chose comme 20 à 30%. Pardon, il manque... c'est dans la fonction publique, en fait, qu'il manque des radiologues, et c'est quelque chose comme 20%. La radiologie libérale est mieux organisée, donc peut faire face, en fait, à la pénurie qu'il y a de radiologues dans le système public, ce qui n'est pas le cas en Angleterre. Donc on est quand même dans un marché qui est marqué par la pénurie de radiologues, la pénurie de professionnels de santé. Ouais. Donc nous, on est plutôt une solution sur ouais. cette tension énorme qui a derrière des répercussions en termes de... Et donc la question ne se posera peut-être plus en termes de quantitatif, au nombre de radiologues, mais après en termes plutôt qualitatifs, puisqu'il y a une masse de travail qui sera fait. Vous parlez de copilotes, donc on est plus dans la complémentarité, disons, par rapport à des radiologues qui vont d'une certaine façon monter en puissance et qui vont faire évoluer peut-être leur métier vers d'autres choses, plutôt que dans le remplacement. Oui, je ne crois pas beaucoup à la théorie du remplacement. Je crois davantage à la théorie de l'évolution. Le métier du radiologue va évoluer, c'est certain. Et je pense que l'IA ouvre la porte à beaucoup de choses. Je vous prends par exemple la notion de dépistage. Le dépistage organisé du cancer du sein, c'est un vrai succès. Il y a chaque année à peu près 3 millions de mammographies qui sont faites dans le contexte du dépistage organisé. Et ça a des impacts positifs en termes de taux de survie chez ce cancer, qui est quand même le premier cancer mortel chez la femme. Ça c'est juste le cancer du sein, mais du dépistage, on a envie d'en avoir pour le cancer du poumon, ça va rentrer en vigueur à un moment, et puis peut-être qu'on a même envie d'avoir une imagerie préventive, c'est-à-dire que vous, moi, n'importe qui en bonne santé, passé un certain âge, pourrait avoir chaque année une IRM de routine. C'est un débat éthique et médical très intense, parce que tout le monde n'est pas d'accord sur ce sujet-là. Mais moi, ça ne m'étonnerait pas que dans les 10 prochaines années, les mutuelles prennent en charge de l'imagerie
purement préventive, purement prédictive, Qui pour peut-être ne sera s'assurer pas très cher d'ailleurs. qui ne peut pas être très cher, sinon on a un problème de coût de santé. Mais avec la baisse du coût des machines qu'on peut imaginer, notamment avec cette nouvelle génération de sociétés comme Chipiron, Hyperfine, qui développent des IRM à ultra bas champ, accessibles, pas chers, et ben peut-être que le coût des machines va fortement diminuer. L'intelligence artificielle peut jouer un rôle de tri, en fait, dans le cas d'une imagerie préventive où on aurait tous peut-être une IRM de routine, un peu comme vous faites un contrôle technique pour votre voiture. Et ben on aurait peut-être demain des contrôles techniques qui nous permettraient de repérer très très tôt des maladies chroniques qui, si prises en charge à temps, ont un impact sur votre santé et sur le système de santé bien inférieur. C'est quand même ça la vision à très très long terme. Et dans cette vision à très très long terme, l'IA a un rôle clé à jouer, c'est un rôle de tri en fait. Parce que là, c'est pas possible pour un opérateur humain, pour un radiologue, de regarder les IRM de millions de Français chaque année. C'est impossible. Il y a déjà des tensions sur la ressource radiologique alors qu'on est dans un système de la réaction. C'est-à-dire que vous avez généralement une imagerie médicale quand on suspecte quelque chose chez vous. Donc dans un monde, demain dans le monde de la prévention pure, là, c'est absolument impossible pour un cerveau humain d'analyser autant d'imagerie. Bon, dans ce contexte, je vois bien un scénario où l'intelligence artificielle jouerait le rôle de premier tri, mettrait de côté tout ce qui semble normal, avec des gros niveaux de ce qu'on appelle de valeurs prédictives négatives, et tout ce qui est douteux serait renvoyé à des radiologues dont c'est l'expertise. Mais Christian Lalouche, est-ce qu'on ne peut pas imaginer d'aller un cran plus loin et de se dire finalement, on pourrait avec les logiciels que vous développez, vous et d'autres, avoir une espèce de scanning en permanence de soi-même, c'est-à-dire on a sur un smartphone, on peut se scanner et puis avoir une espèce de veille, de monitoring qui nous avertit à un moment donné, ah là il y a une image bizarre, là il y a un petit truc bizarre. Parce que si cet outil est appelé à se répandre un peu partout, que tout le monde peut l'utiliser, pourquoi pas chaque individu pour sa propre santé? Alors là, je pense qu'il y a quand même des barrières aujourd'hui. L'imagerie médicale, diagnostique, repose d'abord sur beaucoup de techniques irradiantes. Voilà, quand on fait un scanner, quand on fait une radio, on envoie quand même des rayons X. Donc ça doit être fait de manière proportionnelle et justifiée. Ensuite, il y a des technologies médicales qui sont non irradiantes, comme l'IRM. Et l'IRM, c'est extrêmement coûteux aujourd'hui, c'est complexe. Je ne vois pas dans le court terme ou même dans le moyen terme des IRM portables qu'on aurait chez soi et qui nous permettraient de faire des... Ça, c'est un peu plus du Minority Report. Mais bon, dans ce monde, tout peut arriver. Des IRM arriver. Mobiles, est-ce que ça existe déjà? Ça existe déjà. Il y a des sociétés... C'est-à-dire qu'on va sur le lieu d'un accident. Exactement, qui sont donc non irradiantes, qui peuvent être déplacées, qui peuvent être mis par exemple dans des blocs opératoires. On commence à voir effectivement une démocratisation de l'accès à l'imagerie médicale lourde, type IRM. Donc ça peut arriver, ça va arriver, mais c'est une révolution qui est un peu plus lente celle-là. Non, moi je crois beaucoup plus demain à votre mutuelle qui chaque année vous paye une IRM full body dans un centre radiologique et avec l'objectif de détecter, dépister des maladies pour lesquelles il y a un traitement et de les détecter à temps en fait, en stade 1 et d'arrêter en fait ce tableau qu'on connaît trop qui est mince, j'ai un symptôme clinique, je vais voir mon médecin généraliste, il me prescrit un scanner ou une IRM et j'ai un cancer stade 3. Et bref, c'est pas foutu, mais c'est un peu tard. Et donc c'est embêtant. Si on pouvait détecter, diagnostiquer des cancers au stade 1 quasiment la majorité du temps, ce serait un vrai grand progrès social. Ça pourrait, donc ça aurait évidemment un avantage puisqu'on pourrait prendre des images et on pourrait prendre des maladies de façon très très précoce, et ça représente évidemment aussi probablement un avantage financier pour les mutuelles, parce que si vous vivez longtemps en bonne santé, que vous fréquentez moins les hôpitaux, vous coûtez moins cher à la mutuelle. Coûtez moins cher à la mutuelle, finalement. Tout le monde est content. Personne n'a envie de dépenser de l'argent pour sa santé. Le diagnostic précoce du cancer, c'est quelque chose pour lequel où tous les intérêts sont alignés. Les intérêts du patient, ceux du système de santé, ceux du payeur, et même ceux de la pharma, d'une certaine manière. Parce que c'est des traitements peut-être moins lourds, mais c'est des traitements, c'est plus de traitements aussi. Donc, en l'occurrence ici, tous les intérêts sont alignés.
Et donc, je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à faire aboutir d'un système comme ça qui, au premier rang duquel, bénéficiera aux patients. Oui, absolument. Et qu'est-ce que vous voyez d'autre que ces applications il y a ces applications d'imagerie médicale que vous développez. Dans quel domaine approchant, médical, santé, visualisation, voyez-vous aussi des avancées se faire? Il y a des grosses avancées d'abord sur la démocratisation. J'ai parlé de l'Afrique tout à l'heure, l'Afrique subsaharienne, plus d'1 milliard d'habitants, quelques milliers de radiologues. C'est les chiffres officiels de la FAR, la Fédération africaine de radiologie. Il n'y a même pas un recensement précis du nombre de radiologues. C'est-à-dire qu'il y a un continent qui sera le plus peuplé d'ici 20 ans. Donc là, il y a un manque de radiologues, et là, il va falloir faire sans les radiologues, en l'occurrence, et imaginer un monde avec de l'imagerie médicale, de l'intelligence artificielle et d'autres types de professionnels de santé. En Afrique subsaharienne, je crois beaucoup, par exemple, au développement de l'échographie équipée d'intelligence artificielle et qui permettent à des professionnels de santé, peut-être des infirmiers, des médecins généralistes, des médecins de campagne, en fait, d'aller faire des échographies, d'être aidés par l'intelligence artificielle pour la navigation, pour faire les bonnes images, et puis derrière, d'avoir une téléinterprétation de ces images par intelligence artificielle qui permettent de poser des diagnostics très fins. Et je pense que l'échographie, c'est le nouveau stéthoscope du médecin de demain. Et je crois beaucoup dans ces pays où, finalement, il y a rien, il n'y a pas grand-chose qui est construit en matière en radiologie. Donc, en fait, c'est une terre qui est super propice à l'innovation de rupture. Donc ça, nous, on y croit beaucoup. Et donc, dans ce contexte, on a fait un partenariat avec la société Fujifilm, qui crée notamment des systèmes de radiographie X-ray, mais mobiles, donc assez simples à transporter. Et donc, on a fait un partenariat pour intégrer nos IA directement sur ces systèmes mobiles, pour que ces systèmes mobiles puissent équiper des dispensaires au fin fond du Nigeria où il n'y a pas de radiologue. Donc, je crois à un axe, c'est la démocratisation de l'accès à l'imagerie grâce à l'intelligence artificielle qui rend le coût de l'intelligence radiologique beaucoup plus faible et donc accessible, abordable. Si ces pays-là sont capables de s'outiller de modalités d'imagerie, donc type des chariots mobiles X-ray ou des échographes intelligents. Ça, c'est un axe très très fort, et je rappellerai quand même qu'il y a 2/3 de la population mondiale qui n'a pas accès à l'imagerie aujourd'hui, d'après l'OMS. Donc il y a un vrai enjeu de démocratisation. Et puis il y a un autre axe qui est l'expertise dans nos économies plus développées. Et je pense ici aux États-Unis, à la France, etc. Pourquoi l'expertise? Aujourd'hui, les radiologues, il faut imaginer un radiologue, c'est entre 100 et 150 patients jour. Ils ont quelques minutes à accorder par examen. Donc d'abord, c'est très important qu'ils soient équipés d'intelligence artificielle comme des filets de sécurité pour être sûr de ne pas passer à côté d'une métastase osseuse, d'un cancer du sein. Et malheureusement, c'est quelque chose qui arrive parce que c'est pas des machines, justement. Donc il faut les aider, les équiper de machines qui leur permettent de prendre de la hauteur, justement. Une fois que l'intelligence artificielle va vraiment les aider sur cette tâche première qui est de détecter, de repérer tout ce qui est à repérer et de faire un compte rendu structuré et solide. Moi, je pense qu'on va voir la science radiologique devenir de plus en plus experte et se rapprocher de plus en plus de la clinique. Par exemple, il y a un domaine que je trouve passionnant qui s'appelle la radiomique. La radiomique, c'est l'analyse de la texture. C'est-à-dire, vous prenez un scanner, vous regardez une tumeur sur un scanner, vous allez voir une boule. Vous avez un certain nombre d'informations qui sont contenues dans les pixels et qui ne sont pas visibles à l'œil nu, comme l'hétérogénéité, la différence de texture, la différence de contraste, etc. et qui donnent énormément d'informations sur la biologie de cette tumeur et son environnement, son micro-environnement. Et donc, grâce à de la radiomique, qui sont vraiment de l'analyse de texture, l'analyse d'images très poussée, qui n'est pas possible à faire sans algorithme, là, en l'occurrence, un œil humain ne peut pas le faire. La radiomique va vous donner énormément d'informations sur cette tumeur et sur justement quelle est la bonne stratégie thérapeutique à mettre en face de cette tumeur. Et bien moi, je pense que la radiologie va aller de plus en plus vers ça, c'est-à-dire vers de la médecine de l'ultra-précision, où en fait, sur un scanner donné, on aura pour chaque lésion, pour chaque tumeur, par exemple, une cartographie très précise de cette tumeur et la stratégie thérapeutique à mettre en face de la tumeur. Et aujourd'hui, on en est encore loin, par manque de temps des radiologues. Donc moi, je pense aussi
qu'une innovation de rupture comme l'intelligence artificielle, ça crée aussi En fait, ça va d'une certaine manière dégager un temps énorme des radiologues sur la partie un peu plus routinière, qui est de repérer qu'il n'y a pas une anomalie, de la caractériser rapidement. Mais ça va donc dégager du temps pour s'engouffrer dans une brèche de qualité. Et ça, j'y crois énormément. Ça va pousser la radiologie vers le haut. Et nous, c'est d'ailleurs notre mission chez Glimmer, c'est vraiment d'élever le standard de soins grâce à l'IA. Alors ça paraît quand même une évolution extraordinairement favorable, c'est-à-dire une expertise, une précision qui va en hausse, et puis d'un autre côté, une accessibilité de plus en plus facile, et probablement une démocratisation, et probablement des coûts qui vont diminuer. Donc on voit mal ce qui pourrait arrêter ce mouvement. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, parce que là, en plus, bon, on ne gêne pas, il n'y a pas trop de gêne au niveau des postes. Alors, il y a certainement peut-être des emplois qui seront éliminés par ce genre de choses, mais assez peu. Ça va quand même développer plutôt la médecine au niveau mondial. Donc, on voit que des intérêts. Alors, moi, la question que je voudrais vous poser, c'est la suivante. Comment est-ce que vous voyez les choses dans les mois, dans les années qui viennent? Est-ce qu'on va continuer cette espèce de rythme déchaîné d'innovation, de perfectionnement, avec tous les 3 mois un nouveau système qui apparaît? Ou est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, bon, ça va se calmer un peu, et puis qu'on va atteindre un certain plateau, comme dans d'autres technologies? Puis finalement, la radiologie elle-même, je sais pas, elle est née dans les années 30, 40, elle n'a pas fondamentalement évolué pendant 40, 50 ans. Alors, quand même, il y a eu l'apparition de l'imagerie lourde, du scanner et l'IRM. Le scanner, etc. Oui, bien sûr. Mais depuis l'IRM... C'était toujours les rayons X, et c'est toujours... ouais. C'est vrai que depuis l'invention de l'IRM, qui a quand même donné lieu au prix Nobel pour leurs inventeurs, il y a des nouveautés. Est-ce que c'est une nouveauté de rupture? Le débat est ouvert. C'est quand même une science médicale qui innove beaucoup par rapport à d'autres. Mais je suis quand même vraiment d'accord avec vous. Je trouve qu'elle délivre déjà énormément de promesses et de valeurs dans un système de santé, comme étant un maillon indispensable dans le diagnostic et dans le suivi. Et ça va pas changer dès demain. Et il n'y a pas d'ailleurs une nécessité, un besoin qu'elle soit révolutionnée en permanence. Je suis bien d'accord avec vous. Non, aujourd'hui, la nouvelle révolution, c'est plutôt celle de l'interprétation, c'est-à-dire d'arriver... Et c'est celle-là, est-ce qu'elle va continuer, ou est-ce qu'à un moment donné, on va s'arrêter, on va se dire, ça y est, le système est parfait, on arrive à un niveau où c'est pas la peine d'aller plus loin? Je pense qu'elle va continuer. Je pense qu'à un moment, on va atteindre un plateau. Là, je parle de la radiologie. Pourquoi? Parce que la radiologie, qu'est-ce que c'est finalement? C'est analyser une image, repérer les anomalies qui y sont présentes, les caractériser, dire voilà, telle lésion que je peux voir sur une mammographie, c'est un foyer de microcalcification et qui m'a l'air cancéreux. Voilà, c'est ça la caractérisation. Et puis c'est la génération d'un compte rendu pour le patient et puis pour le médecin référent. C'est assez borné en fait. Donc une fois que l'IA arrive à répliquer ce travail-là pour aider les radiologues à faire du mieux, c'est vrai qu'on est un petit peu... ça y est, on a fait C'est-à-dire le qu'on job. arrivera par exemple à 99,99% de diagnostics sûrs. On pourra guère aller au-delà. Non, la vraie innovation derrière, elle sera organisationnelle. Parce que là, on parle de système. Là, on est en train de parler de technologie et de leur capacité à trouver le bon diagnostic et à bien le préciser, bien le caractériser pour un compte rendu qui soit compréhensible par un humain. Ça, je suis assez d'accord avec vous. Moi, je pense qu'on n'est pas très très loin du plateau. Là, il y a une course, mais c'est plutôt une course business et une course au perfectionnement de la technologie. On n'est plus sur... la rupture a déjà eu lieu. Maintenant, c'est un peu le moment de la consolidation. En revanche, l'organisation, ça c'est là où on va voir les plus gros progrès dans les prochaines années. Par exemple, aujourd'hui, nos systèmes d'IA dans les centres hospitaliers sont souvent utilisés par des urgentistes pour la fracture, pour la recherche de fractures, qui donc regardent l'image médicale et puis posent leur diagnostic aidé de l'IA. Récemment, en Norvège, il y a un hôpital qui s'appelle Vestre Viken qui a implémenté l'IA sur tout un réseau hospitalier, d'ailleurs, c'est toute une région en Norvège. Donc, un de nos logiciels qui s'appelle BoneView, celui qui permet d'automatiser la lecture des radiographies traumatiques.
En 5 mois d'implémentation, ils ont observé des résultats incroyables, mais parce qu'ils se sont réorganisés autour de l'outil. Et ça, c'est la nouvelle prochaine révolution. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font? À l'époque, un patient arrive aux urgences, il est vu par un urgentiste qui lui fait une radio, et en fonction du résultat de la radio, est-ce qu'il y a rien, est-ce qu'il n'y a pas de fracture? Le patient est renvoyé chez lui avec peut-être une attelle. Est-ce qu'il y a une fracture? Eh ben, il reste au bloc et il est potentiellement opéré. Mais ça a créé des urgences extrêmement peuplées, des temps d'attente importants, etc., etc. Donc des problèmes organisationnels, parce que c'est un flux important aux urgences, les gens qui viennent pour de la traumatologie. Ils ont mis en place Boneview, notre logiciel, et après l'avoir validé d'un point de vue performance, ils ont décidé de faire une vraie étude en vie réelle. Et donc sur 5 mois, ils ont complètement changé leur manière de travailler. Aujourd'hui, quand un patient arrive à Västerviken pour suspicion de fracture, là, cette fois-ci, c'est un manipulateur radio qui le prend automatiquement, qui lui fait une radio. Si la radio est négative, c'est-à-dire si l'intelligence artificielle dit qu'il n'y a pas de fracture, ce patient est renvoyé chez lui, donc quitte les urgences. Si en revanche, l'IA voit une fracture, ce patient passe en consultation auprès d'un urgentiste. Résultat des comptes, il y a eu en 5 mois 161 jours de temps d'attente aux urgences économisés pour les patients. Or, on sait que le temps d'attente aux urgences, c'est associé à ce qu'on appelle la morbimortalité, c'est-à-dire ça a des effets délétères sur la santé des patients pour plein de raisons, pour transmission de maladies nosocomiales, pour urgence saturée, donc un moins bon service de santé opéré par les professionnels de santé. Enfin, c'est divers et varié, mais il y a une littérature abondante sur le fait que plus le temps d'attente des urgences est important, plus il y a une morbimortalité, donc c'est pas bon pour le système de santé. Donc la réduction de 161 jours de temps d'attente aux urgences pour les patients, c'est quelque chose d'énorme, en 5 mois. Et c'était 15 consultations de médecins urgentistes en moins par jour grâce à ce système. Donc voilà une super belle révolution. Mais pour que cette révolution se passe, il faut non seulement qu'il y ait des sociétés comme nous qui continuons à créer des systèmes robustes et performants, il faut aussi qu'il y ait des dirigeants, des leaders dans les hôpitaux qui aient une vraie vision et qui accompagne la transformation. Et c'est ça, je pense, la prochaine révolution. La première, elle était construisons les systèmes qui sont capables de diagnostiquer très finement et de réduire les erreurs médicales sur de la radiologie tout venant. Et la deuxième révolution, elle va être organisationnelle, c'est comment on se réorganise autour de ces technologies pour apporter un gain de valeur à tout le système de santé. On voit bien que dans cet univers d'urgence, de traumatologie, etc., la première personne, le premier contact, c'est-à-dire l'infirmier ou la personne, vont monter en puissance, forcément. C'est-à-dire que ceux qui vont recevoir les patients, voilà, l'admission, c'est des métiers qui, eux, vont, pour le coup, devenir de plus en plus important, technique, etc. Parce qu'il va falloir faire de plus en plus de choses. J'en suis convaincu. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de expertise. C'est-à-dire, l'IA va ouvrir une brèche sur plus d'expertise. J'y crois énormément. Mais l'IA va aussi permettre une plus grande démocratisation. Cette démocratisation, ça ne concerne pas effectivement que des pays en voie de développement où il n'y a pas du tout de radiologues. Non, ça concerne aussi effectivement une réorganisation de la manière dont on assure le soin radiologique ici, même en France. Et par exemple, en France, les manipulateurs radio, donc qui sont les techniciens formés à ce qu'on appelle l'acquisition des images. Donc c'est la personne qui va vous prendre et vous mettre dans l'IRM et qui sait quel protocole, quelle séquence doit être fait en fonction de telle indication. Les manipulateurs radio, depuis peu, en suivant une formation dédiés ont le droit de faire les gestes en échographie, c'est-à-dire de faire les acquisitions en échographie, et ça reste quand même le radiologue bien sûr qui derrière pose un diagnostic. Ça c'est une révolution pour les manipulateurs radio. Et moi je crois que les manipulateurs radio des professionnels de santé vont avoir de plus en plus de responsabilités en s'appuyant sur des formations pour effectivement gérer des cas d'usage un peu plus simples, comme ceux qu'on a mentionnés, c'est-à-dire voilà, quand l'intelligence artificielle dit qu'il n'y a rien sur cette radiographie traumatique et que, en faisant un examen clinique assez simple, en touchant le patient à l'endroit où il a mal, on se rend compte que on est capable de dire voilà, il n'y a pas de fracture. Et je pense que ces professionnels de santé de première ligne vont être capables d'avoir un peu plus de pouvoir diagnostic pour donner du temps
aux hyper spécialistes radiologues qui vont pouvoir se concentrer sur des tâches à très haute valeur ajoutée. J'y crois énormément. Oui. Mais est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à j'y pense en vous écoutant, à une évolution des métiers de la santé, avec peut-être plus de lissage entre justement les professions de santé qui ne sont pas des médecins, qui accueillent en première ligne, etc., qui vont pouvoir monter en puissance. Donc, quelque part, plus on a de technicité, plus monter probablement en rémunération aussi. Et puis, des médecins, est-ce qu'il n'y aura pas plus une continuité entre le personnel d'accueil et puis derrière les infirmiers, etc., et les médecins jusqu'aux grands spécialistes, qu'il y en a actuellement, où il y a une espèce de rupture entre le médecin qui a fait des études de médecine puis le reste du personnel hospitalier qui est dévolu à d'autres tâches. Oui, je suis d'accord. Effectivement, il y aura davantage de continuum. Davantage de continuum. Après, moi, j'imagine, si on ferme les yeux et qu'on imagine la radiologie dans 10-20 ans dans un pays développé, par exemple, prenons la France, moi, j'imagine bien alors beaucoup plus d'imagerie préventive, beaucoup plus de dépistage organisé pour aller, avec des technologies d'imagerie non irradiante, pour aller repérer plus tôt des maladies chroniques. Donc, c'est ce qu'on s'est dit, ça générera énormément d'images. Déjà qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de radiologues, donc ce ne sera pas possible pour les radiologues de les regarder. Donc ça sera, à mon avis, le rôle de l'IA de faire le tri. D'abord, de faire vraiment le tri. OK, pour les 70% d'examens normaux, l'IA les mettra de côté en disant, là, il n'y a rien, tout va bien, pas besoin d'aller interpréter ces examens-là. Pour des cas douteux, et on peut imaginer des consortiums d'éditeurs de logiciels d'IA pour que ce soit encore plus robuste et encore plus sécuritaire, qui ait vraiment une triple, une quadruple lecture par plusieurs IA des mêmes examens. Et alors, tous les cas douteux pourraient remonter pour une interprétation par un radiologue. Et là, moi, je vois bien l'IA jouer un rôle de tri. C'est-à-dire être capable de dire, voilà, là, il y a un doute, et ce doute, il se porte sur de l'ORL. Donc, on a besoin d'envoyer cet examen à un expert, un radiologue expert de l'ORL. Donc, je vois bien, en fait, l'IA jouer un rôle d'orchestrateur, de trieur, jouer vraiment un rôle d'intelligence dans le workflow et avoir, en fait, des radiologues super experts d'un domaine donné qui ne se concentrent que sur leur domaine d'expertise. Alors, Christian Alouche, j'aimerais poser une question à l'entrepreneur que vous êtes, parce que ça doit être compliqué aussi dans ce monde aussi hyper compétitif, où tout le monde s'est engouffré, enfin tout le monde fait de l'intelligence artificielle dans les écoles, partout. Donc, vous proposez des produits, mais la vitesse à laquelle évolue la technologie, est-ce que ce n'est pas un problème dans la gestion d'une entreprise? Vous dites que vous avez 100 personnes, mais admettons que derrière, vous ayez un concurrent qui arrive et puis qui fait beaucoup moins cher, avec beaucoup moins de monde et beaucoup plus vite. Est-ce que vous ne vivez pas dans le stress permanent de la concurrence? Ah si. Si, bien vous sûr. Vous arrivez à dormir la nuit quand même. Ça m'a pris 5 ans pour arriver à dormir la nuit. Mais alors, la bonne nouvelle, c'est qu'à un moment, on s'habitue au stress et on en fait une force. Non, je crois que de toute façon, ce stress est important pour continuer de rester à la pointe, continuer d'innover. Et en fait, il faut plutôt toujours se dire, je vais être dans cette deuxième catégorie. Je veux être l'entreprise qui utilise la toute dernière technologie pour se disrupter même elle-même et puis son marché. Et je crois que c'est ce qu'on arrive à faire. Après, dans le domaine du médical, il y a quand même une spécificité, c'est qu'on fait des choses qui sont réglementées. On développe des dispositifs médicaux qui doivent qui doivent passer des examens, en fait. On doit faire des études cliniques pour prouver la sécurité et l'efficacité de nos systèmes. Et on doit avoir un marquage CE, un marquage FDA aux États-Unis, etc. Donc, c'est quand même... C'est pas que c'est protégé, mais il y a toute cette partie-là qui est études cliniques, montrer qu'on fait vraiment de la médecine, en fait. Et ça vous permet d'avoir une certaine avance, de conserver une certaine avance sur d'autres En fait, c'est que c'est pas tout à fait le même métier. À la limite, quand il y a un nouveau modèle révolutionnaire, super, parce que nous, on va l'intégrer au cœur de notre plateforme et on va avoir des meilleurs résultats. Donc moi, je le vois plutôt comme une chance, mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est vrai que quand on a une startup dans la generative AI et qu'on fait des produits que OpenAI serait susceptible de développer, là, c'est vraiment beaucoup plus angoissant, effectivement. Parce qu'on se dit, ça se trouve, demain, tout mon business est mis à mal par le prochain développement de features d'une boîte comme OpenAI. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'autre question que je voulais vous poser. On voit bien ce qui se passe actuellement avec des énormes groupes mondiaux
qui ont des chiffres d'affaires qui sont comparables à ceux d'États, et pas de petits États, de grands États, qui ont une puissance absolument considérable. Est-ce que l'avenir de sociétés comme les vôtres, est-ce que c'est pas finalement, à un moment ou à un autre, de se faire absorber par un grand acteur de cet univers? Vous voulez dire un grand Américain? Oui, ou J'imagine. un grand Chinois. Ou un grand Chinois. Si, malheureusement, enfin, je dis malheureusement parce que je pense que ce serait, je pense que c'est dommage qu'en Europe on n'arrive pas à avoir des plateformes de consolidation. C'est dommage qu'en Europe on n'arrive pas à avoir des GAFAM. Et je vous dis malheureusement parce que aujourd'hui la manière dont fonctionne le venture capital, c'est-à-dire le financement de ces startups, c'est quand même de chercher à un moment un exit, et c'est normal. C'est normal parce que c'est quand même un métier risqué, hein, le VC, donc ils ont besoin de prouver à leurs investisseurs. Ils ont eux-mêmes des investisseurs qui sont capables de générer de faire des ventes pour générer de la valeur. Donc moi, je crois que là, ici, on devrait repenser au niveau étatique le digital. On devrait se mettre autour d'une table et se dire, bah, on a raté un certain nombre de virages. Est-ce qu'il n'y aurait pas des partenariats publics-privés à monter avec l'aide de la BPI, par exemple, et d'abonder vraiment, hein, de mettre beaucoup d'argent, de mettre beaucoup de moyens sur la table pour créer des entreprises qui n'ont pas vocation à se faire acheter. Mais ces entreprises-là, on ne peut pas laisser un entrepreneur CEO cette responsabilité entre ses mains. C'est une trop grande responsabilité. Pourquoi s'adresser toujours à l'État? Pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas marcher comme aux États-Unis, c'est-à-dire avec vraiment des investisseurs, des fonds privés, des choses comme ça? Mais pourquoi pas? Mais parce que l'État, avec la BPI, a montré que ça pouvait être un investisseur redoutable, incroyable. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'investisseurs qui ont la puissance de feu des investisseurs américains en late stage, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que c'est facile de trouver 20, 30, 40, 50 millions d'euros. C'est assez facile en France. Mais d'aller trouver des investisseurs qui mettent 300, 400, 500 millions, 1 milliard, c'est plus compliqué. Ouais. Donc on est tout de suite dans un système globalisé. Et ces gens-là... bah, ils ont raison, ils s'en fichent de l'Europe. Donc pourquoi on n'irait pas vendre si Blackstone investit 500 millions dans votre boîte, vous n'allez pas vraiment pouvoir lui dire, mais attendez, moi j'aimerais bien rester européen. Donc non, moi je crois qu'il y a quand même un... Pourquoi pas? On pourrait très bien imaginer un système à l'européenne, un système un tout petit peu plus étatique. Quand je dis un tout petit peu plus étatique, c'est plutôt que l'État repère des filières stratégiques dans lesquelles on investit massivement pour avoir des entreprises qui n'ont pas vocation à être rachetées, mais plutôt à racheter et avoir nous-mêmes nos GAFAM. Je pense que c'est pas un gros mot, même dans un monde libéral, de se doter des moyens d'action, d'avoir un peu plus de souveraineté numérique. Très bien. J'ai une dernière question à vous poser parce qu'on arrive à la fin de notre entretien, Christian Allouche. Ça concerne les Chinois. Donc, il y a quelques jours, on nous a parlé de DeepSeek, c'est ça? C'est-à-dire la recherche profonde. Enfin, c'est le nom de l'intelligence artificielle qu'ont développé les Chinois très récemment. J'aimerais que vous nous expliquiez ça, que vous nous éclairiez sur cette nouvelle révolution dans la révolution, apparemment. Enfin, en tout cas, c'est toute la communauté a parlé de cette nouvelle IA plus rapide, moins chère, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Ah bah, c'est une révolution absolue, puisque manifestement, ces gens-là ont été capables, avec 6 millions d'euros, de répliquer, voire de battre les performances du meilleur modèle en la machine. Beaucoup moins d'argent et beaucoup moins d'énergie, on arrive à faire aussi bien, voire mieux que les grands modèles. Voire même un petit peu mieux, je crois, hein, sur certains benchmarks, c'est-à-dire sur certains types, que les plus grands modèles, les plus avancés, c'est-à-dire les modèles O1 de OpenAI. Alors, expliquez-moi, moi, si j'ai beaucoup d'argent que j'ai investi dans OpenAI et que j'ai mis, je sais pas, 200 millions, je suis très riche, j'ai mis 200 millions là-dedans, et puis d'un seul coup, on me dit, ah bah, attendez, vous avez mis 200 millions, mais on a un système qui est beaucoup moins cher, etc. Pour 6 millions, vous faites la même chose. Donc, ça veut dire que j'ai perdu mon temps. C'est terrible. Alors là, pour le coup, même si j'ai beaucoup d'argent, perdre 200 millions comme ça... Et ben d'ailleurs, le lendemain, le Nasdaq en avait pris un coup, hein, au moment de l'annonce de cette prouesse par DeepSeek. On comprend. Moi, je pense que c'est une source d'espoir, parce que ça veut dire que l'IA n'est pas seulement réservée aux États ou aux entités qui ont une super puissance financière. Ça veut dire qu'il y a une autre manière de faire de l'IA qui est plus économe, qui repose sur qui peut être fait de manière frugale. Et ça, je trouve que ça donne beaucoup, beaucoup d'espoir. Maintenant, c'est quand même en train de se passer. On comprend pas tout, hein. Je pense que les chercheurs d'OpenAI ont l'impression, à tort ou à raison, il faut qu'on attende un petit peu avant d'en savoir plus, mais que
le modèle d'OpenAI a été distillé. C'est-à-dire qu'il y a d'une certaine manière, on peut dire que DeepSeek a utilisé des techniques qui visent à absorber la data qu'a utilisée OpenAI pour créer ses propres algorithmes. Mais bon, d'abord, on est sûr de rien pour l'instant. On ne sait pas non plus si c'est vraiment 6 millions et pas plus. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça met quand même ça met de l'animation dans la boutique, quand même. Ouais, et puis, je pense que ça fait réfléchir à l'utilité absolue d'un projet à la Stargate, quoi. Est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre autant de milliards sur la table pour être les premiers en intelligence artificielle? Est-ce que finalement le parallèle entre le Manhattan Project pour créer la bombe atomique et celui de mettre énormément d'argent pour créer l'IA la plus puissante, est-ce qu'il fonctionne tant que ça? Ben, je ne sais pas, et peut-être que la magie du logiciel, et surtout la magie de l'open source, va peut-être opérer, parce que DeepSeek, ils se sont reposés sur Llama, c'est-à-dire les modèles d'intelligence artificielle faits par Meta, qui, par définition, par philosophie, ont toujours rendu leur modèle open source. Donc c'est aussi la victoire de l'open source. Ça veut dire accessible à tous. C'est-à-dire accessible à tous et modifiable, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser Et c'est le fondement, quand même, d'une communauté scientifique qui avance. C'est-à-dire, quand on fait les choses en open source, on livre le contenu de ce sur quoi on vient de travailler et on bénéficie du contenu des autres. Et donc, ça permet un bien plus grand progrès et peut-être moins de ressources capitalistiques déployées par une unique entité dans ce système-là. Christian Louche, merci. C'est vertigineux. C'est vertigineux de vous écouter et c'est passionnant. Merci beaucoup. Et puis, longue vie à Gleamer et à l'interprétation par IA de l'imagerie médicale. Merci d'être venu nous parler d'intelligence artificielle. Merci Marc.